Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais commencer à vous lire cet ouvrage, L'Ordre des francs-maçons trahis et le secret des mops révélé de Gabriel Louis Calabre-Perrault, 1766, comme on peut voir ici. Donc, préface nécessaire. Qui dit un homme, dit un animal curieux. Témoins nos premiers parents, témoins nous-mêmes, nous tous, tant que nous sommes. N'examinons pas si cette curiosité est une vertu ou un défaut, ni quels sont les caractères qui la font être ou l'une ou l'autre. Appelons-la vertu, j'ai mes raisons pour cela. La chose ainsi décidée, je puis me vanter en toute sûreté d'être l'homme le plus curieux qu'il y ait sur la terre. Depuis que je me connais, je me suis senti une inclination dominante pour tout ce qui avait l'empreinte du merveilleux, ou seulement du singulier, surtout lorsque j'y trouvais avec cela l'assaisonnement du mystère. Rien ne m'a coûté pour satisfaire cette passion de savoir. J'ai lu, j'ai voyagé, j'ai fouillé partout, j'ai cherché à connaître tout ce qu'il y a de gens qui se sont rendus fameux par quelques secrets, et souvent je le leur ai acheté bien cher. Enfin, à force de peine et de dépenses, je suis parvenu à faire de ma tête le magasin de fadaises le mieux fourni, sans vanité, qu'il y ait en Europe. Car il faut que vous sachiez, amis lecteurs, que ce n'est pas précisément l'utile que j'ai eu en vue. C'est de quoi je me suis peu mis en peine. Je n'ai eu que pour objet que de découvrir ce que l'on s'obstinait à me cacher, de savoir ce que la plupart des hommes ignorent, en un mot, de devenir un savant d'une espèce toute singulière. Je me propose bien de régaler un jour le public du fruit de mes longues et laborieuses recherches, mais comme les trésors que je lui destine pourraient bien au premier coup d'œil ne point paraître tels à tout le monde, j'ai cru devoir le prévenir auparavant en ma faveur par la publication d'un ouvrage qui ne peut manquer d'être généralement applaudi. Vous jugez bien, lecteur, que dans cette multitude de choses que j'ai apprises, il n'est pas possible qu'il ne s'en trouve de bonnes. Aussi, n'ai-je garde de mettre celle-ci au rang des fadaises dont j'ai parlé, ni de ces choses purement curieuses ou singulières dont on ne saurait sentir le mérite, à moins que d'être né comme moi avec un goût décidé pour tout ce qui n'est pas commun. Le sujet de ce livre est important. Il intéresse tout le monde, les uns par la figure qu'ils y font eux-mêmes, les autres par le motif de la curiosité. La matière y est traitée à fond. En un mot, ce sont les mystères du très mystérieux, très ancien et très vénérable ordre des francs-maçons. Comme j'étais occupé à mettre mon manuscrit au net, j'appris que mon libraire allait imprimer 2 brochures qu'on lui avait envoyées de Paris, l'une intitulée Le secret des francs-maçons et l'autre Le catéchisme des francs-maçons. Je les lui empruntai et après les avoir lues, je vis qu'on m'avait abrégé une grande partie de mon travail. En effet, quoique l'auteur du secret des francs-maçons ne donne pas une idée complète de cet ordre fameux, et qu'il se trompe à divers égards, ce qu'il dit est en général si conforme à la vérité, et compté avec tant d'agrément, que je conseillai au libraire d'imprimer la pièce telle qu'elle était, sauf à y joindre un supplément, pour en corriger les fautes et en remplir les omissions. Pour le catéchisme, je n'en jugeai pas si favorablement. On y trouve, à la vérité, la réception des maîtres avec l'histoire d'Hiram ou Adoniram, omise ou mal rapportée dans le secret des francs-maçons, et les principales questions que les frères se font entre eux pour se reconnaître. Mais il y a tant d'omissions, surtout dans le catéchisme proprement dit, qu'il a fallu me contenter d'en extraire ce qu'il y avait de bon, et changer ou suppléer entièrement le reste. J'ai donc ajouté quantité de choses que mes recueils m'ont fournies, et de tous ces membres, jusqu'à alors dispersés, j'ai formé un corps complet de sciences franc-maçonnes. Afin donc que le lecteur sache à quoi s'en tenir, je dois l'avertir qu'il peut faire fond sur ce qui est dit dans le secret des francs-maçons à quelque peu d'articles près, qui se trouvent rectifiés dans la suite, qu'à l'égard des omissions, j'y ai mis ordre dans le supplément, mais que pour le supplément même, il peut y ajouter une fois entière. Donc, petite parenthèse, il peut avoir confiance en ce qui est dit, quoi. C'est dans cet état que je suis convenu avec mon libraire de publier ce recueil. Il n'y a qu'un seul article sur quoi nous avons eu de la peine à nous accorder, c'est celui du titre, car messieurs les libraires, quand ils sont possesseurs d'un manuscrit, s'arrogent le droit de lui donner le nom qui leur plaît. Il a voulu absolument intituler cet ouvrage « L'ordre des francs-maçons trahis ».
j'ai eu beau représenter que ce titre portait avec soi une note d'infamie pour la personne de l'auteur, il a fallu céder. Mais ce n'a été qu'à condition de détruire cet odieux soupçon dans ma préface. Et c'est ce que je vais faire en m'adressant aux francs-maçons. Oui, messieurs, il est vrai, et très vrai, que vous êtes trahis. Mais vous allez voir que ce n'est point moi qui suis le traître. Voici le fait. Je vous ai dit que je suis né excessivement curieux. Vous devez conclure déjà que vos secrets n'ont pas manqué d'enflammer ma curiosité. Le plus court était de me faire franc-maçon. Mais le serment que vous exigez m'a toujours fait de la peine. Il a donc fallu chercher à me satisfaire par quelque autre voie. J'ai tout employé pour cela, et j'ai trouvé un de vos membres indigne, car il y en a parmi vous, comme dans toutes les autres sociétés, que j'ai su engager par mes bienfaits à me révéler vos mystères. D'abord, je me suis essayé sur quelques-uns de vos frères, que j'ai tout fait donner dans le panneau. Enhardi par ce succès, j'ai eu l'audace de m'introduire dans vos loges, et depuis 10 ans que je les fréquente, je suis si bien mis au fait de tout ce qui concerne votre ordre, que je me sens en état de prêter le collet au plus profond de vos docteurs. Vous pouvez en faire l'expérience en vous adressant à mon libraire, il aura soin de vous tenir mes réponses. Si vous êtes d'assez bonne foi, messieurs, pour convenir que ce que j'avance dans cet ouvrage est vrai, vous retrancherez sans doute à dire que ce n'est pas tout, que je ne dis point en quoi consiste le grand secret de votre ordre, et qu'il est impossible que ce secret soit jamais révélé. J'apprends même que déjà quelques-uns de vous se sont exprimés de la sorte sur le bruit que mon livre fait dans le monde avant que d'y paraître. Et c'est effectivement ce que vous pouvez dire de plus propre à donner le change au public, qui aura peine à croire que vos mystères se réduisent à si peu de choses. Nous savons pourtant, vous et moi, ce qu'il en est, et vous me permettrez bien de déclarer à ce même public, à qui vous voulez en imposer, que je consens à passer pour un imposteur, s'il y a d'autres secrets parmi vous que ceux qui se trouvent dans mon livre. Ceci me fait souvenir d'une aventure qui arriva il y a quelques années dans une des premières villes d'Allemagne. Il faut que je vous la conte. Monsieur le marquis de A, que vous connaissez sans doute par ses ouvrages, résistait depuis longtemps aux sollicitations de ses amis qui le pressaient de se faire franc-maçon. Il n'avait pas grande idée de la société et répondait toujours qu'il n'y entrerait pas, à moins qu'on ne lui expliquât d'avance en quoi consistait l'engagement qu'on voulait lui faire prendre. Mais un jour, ses amis le persécutèrent tant qu'ils le firent succomber. Il se laissa mener à la loge, paya les 60 écus que l'on donne d'entrée, subit patiemment toutes les cérémonies de la réception et fut admis à la participation des mystères de l'ordre. Il ne croyait pourtant pas les savoir encore, car voyant qu'on ne lui disait plus rien, il se tourna vers le grand maître et lui dit d'un air railleur « Est-ce tout, monsieur de B ?»« Vraiment oui, repartit le maître. »« Oh, parbleu, vous vous moquez de moi, reprit le marquis. Vous ne me persuaderez pas que ce soit là toute la maçonnerie. Rien n'est pourtant plus vrai, lui répondit encore une fois le grand maître. Cela étant, dit le marquis d'un ton sérieux, ayez la bonté, messieurs, de me rendre mes 60 écus. Sinon, dès demain, je fais mettre dans la gazette toutes les fadaises que vous venez de m'apprendre. C'est donc là cette maçonnerie qui fait tant de bruit dans le monde. En vérité, je n'aurais jamais cru que des gens raisonnables puissent traiter si sérieusement de pareilles bagatelles. Et comme il était réellement piqué, il ajouta quantité de choses que je supprime pour ne point trop échauffer les oreilles maçonnes. On lui rendit son argent, et l'assemblée eut tant de confusion de cette scène qu'on assure qu'elle est regardée comme une des plus grandes disgrâces dont il soit fait mention dans les annales de l'ordre. Je comptais, messieurs, m'égayer un peu ici à vos dépens, pour me venger d'avance du mal que vous ne manquerez pas de dire de moi. Mais mon insupportable libraire s'y oppose. Il prétend avoir pour ami des francs-maçons très respectables à tous égards, et je me rends d'autant plus volontiers à cette raison que j'en ai moi-même de tels parmi vous. Oui, messieurs, je reconnais avec toute la sincérité d'un honnête homme qu'il y a dans votre ordre un très grand nombre de gens de tous états, très estimables par leurs vertus et par leurs qualités personnelles, et qui méritent bien qu'en leur faveur on fasse grâce à un tas de faquins qui vous déshonorent. Table des pièces contenues dans ce livre. Le secret des francs-maçons, page 10, supplément au secret des francs-maçons, réception du maître, abrégé de l'histoire de Hiram, Adoniram ou Adoram, catéchisme des francs-maçons,
questions que l'on ajoute aux précédentes, serment des francs-maçons, chiffres des francs-maçons, signes, attouchements et mots des francs-maçons, remarques sur divers usages de la maçonnerie, le secret des mops révélé. Le secret des francs-maçons. Au très vénérable frère Procope, médecin et franc-maçon, l'un des vénérables des 22 loges établies à Paris. Alors, petite parenthèse, il s'agit probablement de celui qui a créé le café Procope à Paris, je pense, hein. Ou alors son père, je sais pas, à vérifier. Bah oui, puisque lui était médecin, voilà, à voir, de la famille en tout cas. Vénérable, le vif intérêt que vous prenez à tout ce qui concerne l'ordre illustre des francs-maçons m'a déterminé à vous présenter ce petit ouvrage. S'il paraît d'abord devoir faire quelque tort à la confrérie maçonne, il doit, ce me semble, d'un autre côté engager vivement les chefs d'ordre à terminer au plus tôt le grand ouvrage de la Réformation qu'on médite depuis longtemps. On allait, dit-on, chasser du corps un nombre considérable de frères qui le déshonorent par la bassesse de leur caractère et par le vil intérêt qui les anime, de 22 loges qui sont à Paris. On comptait n'en conserver que 12. Ce coup également sage et terrible, mais nécessaire, n'a été différé si longtemps que par la crainte de l'indiscrétion des exclus irrités ne révéla à l'univers les sacrés mystères qu'aucun profane n'aurait jamais pu pénétrer. Vous voyez à présent que vous n'avez rien à craindre de leur côté à cet égard, et vous pouvez hardiment arracher du corps de votre auguste société des membres ulcérés qui ne méritent jamais d'y être admis. Cette grande affaire terminée, il faudra, comme vous le sentez bien, faire acquisition de nouveaux signes. Il serait peu utile d'ajouter quelque chose aux anciens. Vous seriez toujours exposé à quelque méprise. D'ailleurs, pourquoi épargner dans une chose qui coûte si peu ? Je vous laisse le soin d'instruire au plus tôt de tout ceci les sages de votre ordre, tant en France qu'en Angleterre, afin de prendre le concert des signalements certains que vous ne confierez dans la fuite qu'à des sujets capables de les conserver fidèlement. Il sera peut-être aussi à propos de publier qu'il n'y a pas un mot de vrai dans ce que je donne ici pour être le secret des francs-maçons. Cette vive et persuasive éloquence, qui vous est si naturelle, vous répond d'avance que vous trouverez bien des crédules. Les francs-maçons et les négociateurs ne doivent jamais convenir qu'on les a devinés. Je suis par 3 fois, vénérable, votre très humble et très obéissant serviteur. Cette signature-là n'est point dans l'édition de Paris, il n'y a que l'équerre et le compas. L'auteur ignorait apparemment le chiffre des francs-maçons. J'y ai suppléé en mettant ici son nom. Avertissement. Lorsqu'on est obligé de composer un ouvrage avec la plus grande précipitation, il est impossible qu'il ne s'y glisse quelques redites ou quelques négligences de style. Je fais volontiers des excuses sur celles qui pourront se rencontrer dans cet ouvrage, mais j'ai cru devoir en quelque façon sacrifier l'expression à l'exactitude des faits que je rapporte. Si par rapport à cet article j'ai pu omettre quelque chose ou n'en pas dire assez, j'écouterai avec plaisir tout ce qu'on me dira et j'en ferai usage pour perfectionner ce que je prépare actuellement sur cette matière. On trouvera à la fin de ce volume un recueil de pièces, de vers et de chansons maçonnes. On les a imprimés d'après un petit livre que les francs-maçons ont fait graver en 1737, où les airs sont notés. Quoiqu'on ne fasse aucun mystère de ce livret, on ne le donne cependant qu'aux frères de l'ordre. Il leur en coûte 1 écu pour l'avoir. On m'a assuré qu'il y avait tel maître de loge qui ne donnait pour tout gage à ses domestiques que le produit de ce mince recueil. Il faut que le débit en soit considérable ou que les domestiques se contentent de peu. J'aurais pu ajouter plusieurs autres chansons qui ont été chantées dans différentes loges. Mais en les examinant de près, je n'en ai trouvé que 2 qui méritassent l'impression. La plupart font trop peu de choses pour être présentées au public, et quelques-unes m'ont paru un peu trop libres. Ces dernières ont été apparemment composées pour ces loges qui attireront bientôt, si on y remédie, la destruction totale de l'ordre. Le secret des francs-maçons. De toutes les sociétés que les hommes ont pu former entre eux depuis le commencement du monde, il n'y en eut jamais de plus douce, de plus sage, de plus utile et en même temps de plus singulière que celle des francs-maçons. Unis ensemble par le tendre nom de frères, ils vivent dans une intelligence qui ne se rencontre que rarement, même parmi ceux que les liens du sang devraient unir le plus étroitement. Cette union intime, qui fait tant d'honneur à l'humanité en général, répand dans le commerce particulier que les francs-maçons
ont entre eux des agréments dont nulle autre société ne peut se flatter. Comme mon dessein principal n'est pas de faire ici l'éloge des francs-maçons, je n'entreprendrai point de démontrer méthodiquement les propositions que je viens d'avancer. Ce sont des vérités de fait dont on pourra recueillir les preuves dans la suite de ma narration. L'ordre des francs-maçons a été exposé de tout temps à bien des contradictions. Le secret qu'on observe scrupuleusement sur tout ce qui se passe dans l'intérieur de leurs assemblées a fait concevoir des soupçons très désavantageux à l'ordre entier. Les femmes qui veulent être partout où il y a des hommes ont été extrêmement scandalisées de se voir constamment bannies de la société des francs-maçons. Elles avaient supporté plus patiemment de n'être point admises dans plusieurs ordres qui ont fleuri en France à différentes reprises. C'était autant de sociétés bachiques dans lesquelles on ne célébrait que le dieu du vin. On y chantait pourtant quelques hymnes à l'honneur du dieu de Cythère, mais on se contentait de chanter, tandis qu'on offrait à Bacchus des sacrifices très amples et très réels. Alors là, je remonte un petit peu pour vous lire les chansons apparemment qu'on... je crois que c'est ça, hein. C'est un poème ou une chanson? Je sais pas, je vais vous le lire. Frère François réjouissant, grand maître d'un ordre bachique, ordre fameux et florissant, fondé pour la santé publique, à ceux qui se présent statut verront et entendront, salut. Comme l'on sait que dans la vie, chacun au gré de ses désirs cherche à se faire des plaisirs, selon que l'on goûte l'y convie, nous qui voyons que nos beaux jours et l'heureux temps de la jeunesse fuient avec tant de vitesse que rien n'en arrête le cours, et voulant que le peu d'années qui nous conduisent à la mort soit tranquille et fortuné, malgré les caprices du fort, de notre certaine science, parmi la joie et l'abondance, débarrassés de tout souci, hors de celui de notre pense, nous avons dans une séance dressé les statuts que voici. Dans votre auguste compagnie, vous ne recevrez que des gens tous bien buvants et bien mangeants, et qui mènent joyeuse vie. Mêlez toujours dans vos repas les bons mots et les chansonnettes. Buvez rasade aux amourettes, mais pourtant ne vous griffez pas. Ne vous grisez pas, pardon. Que si par malheur quelque frère venait à perdre la raison, prenant pitié de sa misère, ramenez-le dans sa maison. Pour boire du jus de la treille, servez-vous d'un verre bien net, mais n'embouchez pas la bouteille, car je sais quel en est l'effet. Je veux que désormais à table, chacun boive à sa volonté. Les plaisirs n'ont rien d'agréable qu'autant qu'on a de liberté. Ne faites jamais violence à ceux qui refusent du vin. S'ils n'aiment pas ce jus divin, ils en font bien la pénitence. Dans mes hôtels, si d'aventure un frère salit ses discours par la moindre petite ordure, je l'en bannis pour 15 jours. Que si ces peines redoublées sur lui ne font aucun effet, je veux que son procès soit fait, toutes les tables assemblées. Gardez-vous surtout de médire, et lorsque vous serez en train de vous divertir et de rire, ménagez toujours le prochain. Alors, petite parenthèse, dans ce poème, je pense qu'il parle de la façon dont doivent se dérouler les agapes qui suivent les tenues maçonniques, il me semble. Enfin, quand vous serez des nôtres, dans vos besoins secourez-vous. Le plaisir de tout le plus doux, c'est de faire celui des autres. Voilà. Donc, on revient au texte principal. Il ne fut pas difficile d'éloigner les femmes de pareilles sociétés. Elles s'en exclurent elles-mêmes par vanité, et elles couvrirent du spécieux prétexte de décence ce qui n'était au fond qu'une attention réfléchie sur leur charme. Elles ont pensé bien autrement de l'ordre des francs-maçons. Lorsqu'elles ont su avec quelle modération ils se comportaient dans leurs repas, vous voyez ce que je vous disais, hein, les agapes c'est les repas, tant solennels que particuliers, elles n'ont pu imaginer quelles étaient les raisons que ces respectables confrères avaient eues pour les exclure de leur société. Persuadées que sans elles les hommes ne peuvent goûter que des plaisirs criminels, elles ont donné les couleurs les plus odieuses aux délices dont les francs-maçons jouissent dans leurs assemblées. Tous ces soupçons injurieux disparaîtront bientôt lorsque je décrirai ce qui se passe dans les assemblées de maçonnerie. Il est bien vrai que ce sont les plaisirs qui les rassemblent, mais ils ne connaissent que ceux que le repentir ne suit jamais. Cela suppose un goût juste et décidé, qui en les portant à tout ce qui est bon et aimable, leur inspire en même temps de ne rien rechercher avec passion. Cette paisible situation de cœur, qui est bien éloignée de l'ennuyeuse indifférence,
fait naître sous leurs pas des plaisirs toujours nouveaux. Ils seraient peut-être plus vifs s'ils étaient secondés, des passions. Mais seraient-ils aussi doux, aussi fréquents, aussi durables? Je m'en rapporte à ceux qui en ont fait l'expérience. Je prendrai aussi volontiers pour juges les femmes elles-mêmes, mais je n'écouterai que celles que la maturité de l'âge ou la décadence de quelques appâts rendent susceptibles de certains accès de raison. Un soupçon d'une autre espèce a paru mériter bien plus d'attention. On avait imaginé qu'il y a tout à craindre pour la tranquillité de l'État, de la part d'une société nombreuse de gens de mérite, unis et intimement sous le sceau du secret. On a cru d'abord qu'en éloignant les femmes de leurs assemblées, ils avaient eu en vue d'en bannir l'inutilité et l'indiscrétion pour se livrer entièrement aux affaires les plus sérieuses. Je conviens que ce soupçon avait quelque chose de spécieux. En effet, si la passion d'un seul homme a pu, comme on l'a vu plus d'une fois, causer dans un état d'étrange révolution, que serait-ce si un corps aussi nombreux et aussi uni que celui dont je parle était susceptible des impressions séditieuses d'intrigue et de cabale que l'orgueil et l'ambition ne mettent que trop souvent dans le cœur de l'homme? On n'a rien à craindre des francs-maçons sur cet article. Ils portent dans le cœur l'amour de l'ordre et de la paix. Aussi attachés à la société civile qu'ils sont unis entre eux, c'est à leur école qu'on peut apprendre, plus efficacement que de la bouche de ceux qui instruisent par État, quel respect, quelle soumission, quelle vénération nous devons avoir pour la religion, pour le prince, pour le gouvernement. C'est chez eux que la subordination, mieux pratiquée que partout ailleurs, est regardée comme une vertu et nullement comme un joug. Petite parenthèse, c'est là-dessus notamment que les francs-maçons à l'époque, et les Illuminés de Bavière ou Illuminati se distinguent. Eux, ils montrent toujours leur respect pour la religion, pour le prince, pour le gouvernement. Et la subordination n'est nullement vue comme un joug, c'est-à-dire comme un manquement de liberté. C'est tout le contraire pour les Illuminati, si on lit dans leur texte. Bon, après, c'était une époque où la maçonnerie était assez pure, j'imagine, entre guillemets. Elle a dû être noyautée par la suite, à mon avis, par les Illuminés de Bavière. On s'y soumet par amour et non point par cette basse timidité qui est le mobile ordinaire des âmes lâches et communes. C'est en Angleterre que les francs-maçons ont pris naissance. Vous voyez, ici on a des chansons, des partitions. Chansons des maîtres. Que les maçons ont pris naissance et ils s'y soutiennent avec une vigueur que l'écoulement de plusieurs siècles n'a pu altérer jusqu'à présent. L'économie de sa société est fondée sur un secret qui a toujours été impénétrable tant que les Anglais en ont été les seuls dépositaires. Cette nation un peu taciturne, parce qu'elle pense toujours, était plus propre qu'aucune autre à conserver fidèlement un dépôt si précieux. Nous languirions encore ici dans une ignorance profonde sur les mystères de cet ordre, s'il ne s'était enfin établi en France. Le Français, quoique extrêmement prévenu pour son propre mérite, recherche néanmoins avec avidité celui des autres nations, lorsqu'il a pour lui les grâces de la nouveauté, ou pour mieux dire, ce qui est nouveau pour le Français a toujours pour lui l'agrément du mérite. Le Français adore tout ce qui est nouveau. Ça fait un peu penser dans les années 50-60, enfin un exemple parmi d'autres, en province, tous les intérieurs et les cuisines anciennes, rustiques, avec des vrais meubles régionaux, ont été remplacés par du formica. Et après, à partir des années 80, toutes les cuisines en formica ont dégagé pour cuisine à la con. Mais les Français sont vraiment comme ça, c'est intéressant. Jules César, dans sa guerre des Gaules, il décrivait déjà ce qui deviendra le français plus tard, c'est-à-dire le gaulois. Le gaulois était extrêmement observateur et copiait très bien déjà les habitudes des autres peuples ou alors les meilleures techniques. Il faisait vraiment corps de tout ce qui était nouveau. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est propre. Bref, fin de parenthèse, je continue. Donc, pour lui, les grâces de la nouveauté, ou pour mieux dire, ce qui est nouveau pour le français a toujours pour lui l'agrément du mérite. Les femmes commencèrent il y a quelques années à copier certaines modes anglaises.
Ce sexe enchanteur que le français adore sans se donner le temps de l'aimer, donc il parle de la femme, donna bientôt le branle au goût de la nation pour ses nouvelles découvertes. On voulut d'abord s'habiller comme les Anglais. On s'en lassa peu après. La mode des habits introduisit peu à peu la manière de penser. On embrassa leur métaphysique. Comme eux, on devint géomètre. Nos pièces de théâtre se ressentirent du commerce anglais. On prétendit même puiser chez eux jusqu'au principe de la théologie. Dieu sait si on y a gagné à cet égard. Il ne manquait enfin aux Français que le bonheur d'être franc-maçon, et il l'est devenu. Cette aimable et indiscrète nation n'a pas plutôt été dans la confidence du secret de cet ordre qu'elle s'est sentie surchargée d'un poids énorme qui l'accablait. Alors, petite parenthèse, ce qui est intéressant ici, c'est que on nous présente que il ne manquait aux Français que le bonheur d'être franc-maçon, et il est devenu après les Anglais. Il y a quand même un autre son de cloche qui existe, vers 1670-80, on dit que les premières loges maçonniques se sont créées dans des régiments écossais. Et à l'époque, ces régiments écossais, c'était un petit peu comme des mercenaires. Enfin, c'est-à-dire qu'ils faisaient la guerre un petit peu partout en Europe. Ils voyageaient beaucoup. Et il y avait beaucoup de Français dans ces régiments. Et en fait, certains disent que la maçonnerie spéculative a été ramenée de France vers ce qui est aujourd'hui le Royaume-Uni, l'Écosse, puis l'Angleterre, pour se créer en fait officiellement avec la Grande Loge de Londres vers 1715. Mais la maçonnerie aurait été ramenée de France. Alors, au moins par la tradition orale, etc. Voilà, fin de la parenthèse. Cette aimable et indiscrète nation n'a pas plutôt été dans la confidence du secret de cet ordre qu'elle s'est sentie surchargée d'un poids énorme qui l'accablait. Les associés français n'ont osé d'abord se soulager autrement qu'en débitant partout qu'ils étaient dépositaires d'un secret, mais que rien ne serait capable de leur arracher. Un secret ainsi prôné est à moitié découvert. Ils ont néanmoins tenu bon pendant quelque temps. La pétulante curiosité des Français non francs-maçons flattait infiniment la vanité de ceux qui l'étaient et encourageait leur discrétion. Ils s'étonnaient eux-mêmes des efforts généreux qu'ils avaient le courage de faire pour ne pas déceler ce qu'un ferment solennel les obligeait de taire. Une passion violente, qui trouve des obstacles, n'en devient que plus vive et plus ingénieuse pour se satisfaire. La curiosité française, n'ayant pu percer à force ouverte les faibles barrières dans lesquelles leurs compatriotes avaient resserré leurs secrets, a mis en œuvre la ruse la plus conforme au génie de la nation. Les curieux ont affecté une indifférence dédaigneuse pour des mystères qu'on s'obstinait à leur cacher. C'était le vrai moyen de faire rapprocher des personnes dont la discrétion n'était que rhodomontade. La ruse a eu son effet. Les francs-maçons, abandonnés à eux-mêmes, sont devenus plus traitables. On a réussi à les faire causer sur leur ordre. L'un a dit une chose, l'autre une autre. Ces différentes collectes ont fait d'abord un tout assez imparfait. Mais il a été rectifié par de nouveaux éclaircissements et il a enfin été conduit au point d'exactitude sous lequel je le présente aujourd'hui. Je ne puis dissimuler qu'en qualité de Français, je ne ressente un plaisir singulier dans cette espèce d'indiscrétion. Il est vrai qu'il y manque un raisonnement bien flatteur qui ferait l'obligation de ne point parler. Qui serait l'obligation de ne point parler. Mais comme un appétit bien ouvert supplée ordinairement à ce qui peut manquer dans un ragoût du côté de l'art, le plaisir avec lequel je me porte à révéler les mystères de la maçonnerie est pour moi aussi vif que si j'avais des engagements pour me taire. Le secret des francs-maçons consiste principalement dans la façon dont ils se reconnaissent. Deux francs-maçons qui ne se seront jamais aperçus se reconnaîtront infailliblement lorsqu'ils se rencontreront. C'est l'effet de certains signes dont ils sont convenus entre eux. Ils les emploient si fréquemment, soit dans leur assemblée, soit dans les rencontres particulières, qu'on pourrait les regarder comme autant de pantomimes. Au reste, les signes dont ils se servent sont si clairs et si expressifs qu'il n'est point encore arrivé de méprise à cet égard. Nous avons 3 exemples très récents qui démontrent évidemment l'efficacité des signes de la maçonnerie et la tendre union qui règne parmi ses respectables confrères. Il y a environ 3 ans,
qu'un armateur français qui était franc-maçon fit malheureusement naufrage sur les côtes du Nil, dont le vice-roi était aussi du même ordre. Le français, alors est-ce que ça pourrait être vers l'actuel Jersey, Guernesey? C'est possible. Parce que, dont le vice-roi était aussi du même ordre. Un endroit où donc il y avait un roi. Bon. Le Français fut assez heureux pour se sauver, mais il perdit avec son vaisseau, son équipage et son bien. Il se fit présenter au vice-roi. Son embarras était de lui raconter son malheur d'une façon assez sensible pour mériter d'en être cru sur sa parole. Il fut fort étonné lorsqu'il vit le vice-roi faire les signes de la maçonnerie. Le Français y répondit de tout son cœur. Ils s'embrassèrent l'un l'autre comme frères et causèrent ensemble avec toute l'ouverture de cœur que l'amitié la plus tendre peut inspirer. Et apparemment, ça passait la barrière de la langue. Le vice-roi, une autre partition, la chanson des compagnons. Le vice-roi, donc, fut sensiblement touché des malheurs du Français, le retint dans son île. Donc, vous voyez ce que je vous disais, hein, je pense que ça doit être Jersey ou Guernesey. Le retint dans son île et lui procura pendant le séjour qu'il y fit tous les secours et tous les amusements possibles. Lorsque le Français voulut le remettre en mer pour travailler à réparer les pertes, le vice-roi le combla de présents et lui donna tout l'argent nécessaire pour retourner dans son pays. Le Français, pénétré de reconnaissance, fit à son bienfaiteur les remerciements que méritait la générosité, et il profita de l'occasion d'un vaisseau qui mettait la voile pour revenir en France. C'est du Français lui-même que l'on a su le détail de cette aventure. Il s'appelle Prévero. Il est frère de M. Prévero, docteur en médecine de la faculté de Paris, mort, je crois, depuis quelques années. Il y a quelques mois qu'un gentilhomme anglais venant à Paris fut arrêté sur la route par des voleurs. On lui a pris 60 louis. Cet Anglais, qui était franc-maçon, ne fut pas plus tôt arrivé à Paris qu'il fit usage des signes qui caractérisent la maçonnerie. Cet expédient lui réussit. Il fut accueilli par les frères, à qui il raconta la triste aventure. On fit une collecte pour lui dans une assemblée, et on lui donna les 60 louis qui lui avaient été volés. Il les a fait remettre à Paris depuis son retour en Angleterre. À l'affaire de Dettingen, un garde du roi eut son cheval tué sous lui, et se trouva lui-même tellement engagé dessous qu'il lui fut impossible de se débarrasser. Un cavalier anglais vint à lui le sabre levé, et lui aurait fait un mauvais parti si le garde, qui était franc-maçon, n'eût fait à tout hasard les signes de l'ordre. Heureusement pour lui, le cavalier anglais se trouva être de la même société. Il descendit de cheval, aida le Français à se débarrasser de dessous le sien, et en lui sauvant la vie comme confrère, il le fit pourtant son prisonnier, parce qu'un franc-maçon ne perd jamais de vue le service de son prince. Vous voyez, c'est assez complexe, hein, c'est-à-dire il y a cette fraternité qui est au-delà des frontières et des nationalités, mais on poursuit quand même sa mission première. Je vois déjà mon lecteur qui attend avec impatience que je lui dépeigne ces signes merveilleux, capables d'opérer des effets si salutaires, mais je lui demande la permission de dire encore quelque chose de général sur l'ordre des francs-maçons. J'entrerai ensuite dans un détail très étendu, dont on aura lieu d'être satisfait. Il semble d'abord que la table soit le point fixe qui réunit les francs-maçons. Chez eux, quiconque est invité à une assemblée l'est aussi à un repas, donc les fameuses agapes. C'est ainsi que les affaires s'y discutent. Il n'en est point de leur ordre, comme de ces sociétés sèches à tous égards, dans lesquelles depuis longtemps l'esprit et le corps semblent condamnés par état à un jeûne perpétuel. Les francs-maçons veulent boire, manger, se réjouir. Voilà ce qui anime leur délibération. On voit que cette façon de porter son avis peut convenir à bien du monde. L'homme d'esprit, celui qui ne passe pas pour tel, l'homme d'état, le particulier, le noble, le roturier, chacun est admis, chacun peut y jouer son rôle. Ce qui est admirable, c'est que, dans un mélange si singulier, il ne se trouve jamais ni hauteur ni bassesse. Le grand seigneur permet à sa noblesse de s'y familiariser, le roturier y prend de l'élévation. En un mot, celui qui a plus en quelque genre que ce soit veut bien céder du sien, ainsi tout se trouve de niveau. La qualité de frère qu'ils se donnent mutuellement n'est pas un vain compliment. Ils jouissent en commun de tous les agréments de la fraternité. Le mérite et les talents s'y distinguent néanmoins, mais ceux
qui ont le bonheur d'en être pourvus, les possèdent sans vanité et sans crainte, parce que ceux qui ne sont point partagés des mêmes avantages n'en font ni humilité ni jaloux. Personne ne veut y briller, tout le monde cherche à plaire. Cette légère esquisse peut, ce me semble, donner une idée assez avantageuse de la douceur et de la sagesse qui règnent dans la société des francs-maçons. En vain a-t-on voulu leur reprocher de ne tenir des assemblées que pour parler plus librement sur des matières de religion ou sur ce qui concerne l'État. Ce sont deux articles sur lesquels on n'a jamais vu s'élever la moindre question parmi eux. Le Dieu du ciel et les maîtres de la terre y sont inviolablement respectés. Jamais on n'y traite aucune affaire qui puisse concerner la religion. C'est une des maximes fondamentales de la société. À l'égard de la personne sacrée de Sa Majesté, on en fait une mention honorable au commencement du repas. La santé de cet auguste monarque y est solemnisée avec toute la pompe et la magnificence possible. Cela fait, on ne parle plus de la cour. À l'égard des conversations que l'on tient durant le repas, tout s'y passe avec une décence qui s'étend bien loin. Je ne sais même si les rigides partisans de la morale austère pourraient en soutenir toute la régularité. On ne parle jamais des absents, on ne dit du mal de qui que ce soit, la satire maligne en est exclue, toute raillerie y est odieuse, on n'y souffrirait pas non plus la doucereuse ironie de nos prétendus sages, parce qu'ils sont presque toujours malignement zélés, et pour tout dire en un mot, on n'y tolère rien de ce qui pourrait porter avec soi la plus légère empreinte du vice. Cette exacte régularité, bien loin de faire naître un triste sérieux, répand au contraire dans les cœurs et dans les esprits la volupté la plus pure. On voit éclater sur leur visage le brillant coloris de la gaieté et de l'enjouement, et si les nuances en font quelquefois un peu plus vives qu'à l'ordinaire, la décence n'y court jamais aucun risque. C'est la sagesse en belle humeur. Si pourtant il arrivait qu'un frère vînt à s'oublier, et que dans ses discours il eût la faiblesse de faire usage de ces expressions, que la corruption du siècle a cru déguiser honnêtement sous le nom de liberté, un signe formidable le rappellerait bientôt à son devoir, et il reviendrait à l'instant. Un frère peut bien prévariquer parce qu'il est homme, mais il a le courage de se corriger parce qu'il est franc-maçon. Il est temps de satisfaire à présent la curiosité du lecteur et de lui faire voir en détail l'intérieur des assemblées franc-maçonnes. Comme je me servirai, dans tout ce que je vais dire, des termes de l'ordre, je crois qu'il est à propos de les expliquer ici pour faciliter l'intelligence de tout ce que j'ai à dire. Franc-maçon, en anglais Freemason, signifie maçon libre. C'était dans l'origine une société de personnes qui étaient censées se dévouer librement pour travailler un jour à la réédification du temple de Salomon. Je ne crois pas que ceux d'aujourd'hui conservent encore le dessein d'un projet qui paraît devoir être de longue haleine. Oui, c'est un travail perpétuel en fait. Si cela était et que cette société se soutint jusqu'au rétablissement de ce fameux édifice, il y a apparence qu'elle durerait encore longtemps. Alors, petite parenthèse. Est-ce que l'édification perpétuelle du temple de Salomon serait donc leur objectif, mais serait, trouverait sa métaphore par exemple dans la cathédrale de la Sagrada Familia de Gaudi à Barcelone? C'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit là. Parce que c'est la seule construction perpétuelle qui n'est jamais achevée du monde, quelque part. Et qui a réuni des ouvriers du monde entier. Et en plus, on sait que Gaudi était peut-être franc-maçon. En tout cas, son mécène qui était Güell, lui, l'était. Donc, et par ailleurs, Gaudi est né dans la ville à l'époque où il y avait le plus de francs-maçons en Espagne. Donc, est-ce que ce serait ça leur temple, leur nouveau temple de Salomon? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est plus métaphorique pour quelque chose en fait de métaphysique, hein? C'est comme l'or des alchimistes. Certains disent que c'est pas du véritable or qu'ils souhaitent fabriquer, c'est en fait la transmutation, transmutation personnelle, enfin au niveau de l'humain.
Voilà, fin de la parenthèse. Si cela était et que cette société se soutint jusqu'au rétablissement de ce fameux édifice, il y a apparence qu'elle durerait encore longtemps. Au reste, tout ce goût de maçonnerie est purement allégorique. Il s'agit de former le cœur, de régler l'esprit, et de ne rien faire qui ne cadre avec le bon ordre. Voilà ce qui est désigné par les principaux attributs des francs-maçons, qui sont l'équerre et le compas. Il n'y avait autrefois qu'un seul grand maître, qui était anglais. Aujourd'hui, les différents pays dans lesquels il y a des francs-maçons ont chacun le leur. On appelle celui qui est revêtu de cette dignité le très vénérable. C'est lui qui délivre au maître et qui préside aux assemblées particulières lettres patentes qu'on appelle constitutions. Ces présidents en particulier sont appelés simplement vénérables. Leurs lettres patentes ou constitutions sont contresignées par un grand officier de l'ordre qui est le secrétaire général. Les assemblées maçonnes s'appellent communément loges. Ainsi, lorsqu'on veut annoncer une assemblée pour tel jour, on dit « il y aura loge tel jour ». Les vénérables peuvent tenir loge quand ils le jugent à propos. Il n'y a d'assemblée fixe que tous les premiers dimanches de chaque mois. Ça a dû un peu changer, je pense, depuis le temps. Quoique toutes les assemblées des francs-maçons soient appelées loges, ce nom est cependant plus particulièrement attribué à celles qui ont un vénérable nommé par le grand maître. Ces loges sont aujourd'hui au nombre de 22. On les désigne par les noms de ceux qui y président. Ainsi on dit « j'ai été reçu dans la loge de Monsieur N ». Comme les particuliers francs-maçons peuvent s'assembler quand ils le souhaitent, ils nomment entre eux un vénérable à la pluralité des voix, lorsque celui qui est nommé par le grand maître ne s'y trouve pas. Si cependant il s'y trouvait un des deux grands officiers qui sont ordinairement attachés à celui qui d'office est vénérable, on lui déférerait la présidence. Je dirai dans un moment ce qu'on entend par ces grands officiers. Les loges sont composées de plus ou moins de sujets. Cependant, pour qu'une assemblée de francs-maçons puisse être appelée loge, il faut qu'il y ait au moins 2 maîtres, 3 compagnons et 2 apprentis. C'est en voyant le détail d'une réception que l'on saura la différence de ces degrés de maçonnerie. Lorsqu'on est en loge, il y a au-dessous du vénérable 2 officiers principaux appelés surveillants. Ce sont eux qui ont soin de faire exécuter les règlements de l'ordre et qui y commandent l'exercice lorsque le vénérable l'ordonne. Chaque loge a aussi son trésorier, entre les mains duquel sont les fonds de la compagnie. C'est lui qui est chargé des frais qu'il y a à faire, et dans la règle, il doit rendre compte aux frères de la recette et des déboursés dans l'assemblée du premier dimanche du mois. Il y a aussi un secrétaire pour recueillir les délibérations principales de la loge afin d'en faire part au secrétaire général de l'ordre. Un vénérable, quoique chef de loge, n'y a d'autorité qu'autant qu'il est lui-même zélé observateur des statuts, car s'il tombait en contravention, les frères ne manqueraient pas de le relever. Dans ce cas, on va aux opinions, ils appellent cela balloter, et selon l'espèce du délit, la punition est plus ou moins grave. Cela pourrait même aller jusqu'à le déposer et l'exclure des loges, si le cas l'exigeait. Lorsque c'est un frère qui a prévariqué, le vénérable le reprend et il peut même de sa propre autorité lui imposer une amende, qui doit être payée sur le champ. Elle est toujours au profit des pauvres. Donc, petite parenthèse, c'est peut-être ça qu'on appelle le tribunal maçonnique. Le vénérable n'en peut user ainsi que pour les fautes légères. Lorsqu'elles sont d'une certaine importance, il est obligé de convoquer l'assemblée pour y procéder. On verra plus loin la cérémonie singulière qui s'observe lorsqu'il s'agit de l'exclusion d'un franc-maçon. J'observerai seulement ici que lorsqu'un frère est exclu, ou que sans être exclu il a causé à la société un mécontentement assez grave pour qu'on sévisse contre lui, on ne le fait pas pour cela sortir à l'instant de la loge. On annonce seulement qu'elle est fermée. On croirait d'abord que fermer une loge désignerait que la porte en doit être bien close, c'est tout le contraire. Lorsqu'on dit que la loge est fermée, tout autre qu'un franc-maçon peut y entrer, et être admis à boire et à manger, et causer de nouvelles. Ouvrir une loge en termes francs-maçons signifie qu'on peut parler ouvertement des mystères de la maçonnerie et de tout ce qui concerne l'ordre en un mot, penser tout haut, sans appréhender d'être entendu d'aucun profane. C'est ainsi qu'ils appellent ceux qui ne sont point de la confrérie. Alors personne ne peut entrer, et s'il arrivait que quelqu'un s'y introduisit, on fermerait la loge à l'instant, c'est-à-dire qu'on garderait le silence sur les affaires de la maçonnerie. Au reste, il n'y a que dans les assemblées particulières que l'on risque d'être... Tenez, encore une chanson,
chanson des francs-maçons en dehors des loges. Donc, qu'est-ce que je disais? Que l'on risque d'être quelquefois interrompu, car lorsqu'on est en grande loge, toutes les avenues sont si bien gardées qu'aucun profane ne peut y entrer. Si cependant, malgré toutes les précautions, quelqu'un était assez adroit pour s'y introduire, ou que quelque apprenti suspect parut dans le temps qu'on traite des mystères de la maçonnerie, le premier qui s'en apercevrait avertirait les frères à l'instant en disant « il pleut ». Ces deux mots signifient qu'il ne faut plus rien dire de particulier. Dans ces assemblées solennelles, chaque frère a un tablier fait d'une peau blanche dont les cordons doivent aussi être de peau. Il y en a qui les portent tout unis, c'est-à-dire sans aucun ornement. D'autres les font border d'un ruban bleu. J'en ai vu qui portaient sur ce qu'on appelle la bavette les attributs de l'ordre, qui sont, comme j'ai dit, une équerre et un compas. Lorsqu'on se met à table, le vénérable s'assied, le premier en haut, du côté de l'Orient. Le premier et second surveillant se placent vis-à-vis le vénérable à l'Occident. Si c'est un jour de réception, les récipiendaires ont la place d'honneur, c'est-à-dire s'ils sont assis à la droite et à la gauche du vénérable. Les jours de réception, le vénérable, les deux surveillants, le secrétaire et le trésorier de l'ordre portent au cou un cordon bleu taillé en triangle, tel à peu près que le portent les commandeurs de l'ordre du Saint-Esprit, qui sont ou d'église ou de robe. Au bas du cordon du vénérable pendent une équerre et un compas, qui doivent être d'or ou tout du moins dorés. Les surveillants et autres officiers ne portent que le compas. Les lumières que l'on met sur la table doivent toujours être disposées en triangle. Il y a même beaucoup de loges dans lesquelles les flambeaux sont de figures triangulaires. Ils devraient être de bois et chargés des figures allégoriques qui ont trait à la maçonnerie. Il faut que les statuts n'ordonnent point l'uniformité sur cet article, car j'ai vu plusieurs de ces flambeaux qui étaient tous de différentes espèces, tant par rapport à la matière dont ils étaient composés, que par la figure qu'on leur avait donnée. La table est toujours servie à 3, ou 5, ou 7, ou 9 services. Lorsqu'on a pris ses places, chacun peut faire mettre une bouteille devant soi. Tous les termes dont on se sert pour boire sont empruntés de l'artillerie. La bouteille s'appelle baril, il y en a qui disent barrique, cela est indifférent. Donc, petite parenthèse, tous ces termes sont empruntés de l'artillerie, ce qui corroborerait ce que je disais, que la maçonnerie est née dans des régiments militaires. Voilà. On donne au vin le nom de poudre, aussi bien qu'à l'eau, avec cette différence que l'un est poudre rouge et l'autre poudre blanche. L'exercice que l'on fait en buvant ne permet pas qu'on se serve de verre. Il n'en resterait pas un seul entier après qu'on aurait bu. On n'a que des gobelets qu'on appelle canons. Quand on boit en cérémonie, on dit « donnez de la poudre ». Chacun se lève et le vénérable dit « chargez ». Alors chacun met du vin dans son gobelet. On dit ensuite « portez la main à vos armes, en joue, feu, grand feu ». Voilà ce qui désigne les 3 temps qu'on est obligé d'observer en buvant. Au premier, on porte la main à son gobelet, au second, on l'avance devant soi, comme pour présenter les armes, et au dernier, chacun boit. En buvant, on a les yeux sur le vénérable, afin de faire tous ensemble le même exercice. En retirant son gobelet, on l'avance un peu devant soi, on le porte ensuite à la mamelle gauche, puis à la droite. Cela se fait ainsi par 3 fois. On remet ensuite le gobelet sur la table en 3 temps, on se frappe dans les mains par 3 fois, et chacun crie aussi par 3 fois « Vivat ». Cette façon de boire forme le coup d'œil le plus brillant que l'on puisse imaginer. Et l'on peut dire à la louange des francs-maçons qu'il n'est point d'école militaire où l'exercice se fasse avec plus d'exactitude, de précision, de pompe et de majesté que parmi eux. Quelque nombreuse que soit l'assemblée, le mouvement de l'un est toujours le mouvement de tous. On ne voit point de traîneur. Et dès qu'on a prononcé les premières paroles de l'exercice, tout s'y exécute jusqu'à la fin, avec une uniformité qui tient de l'enchantement. Il doit manquer une page ici. Ah bah ouais, 35 à 38. J'espère que c'est pas caviardé ça aussi. Bref. Il ne peut pas reprendre sa place. Il doit se tenir debout jusqu'à ce que la cérémonie soit finie. J'observerai ici à propos de maçonnes que quoique les femmes ne soient point admises dans les assemblées des francs-maçonnes, on en fait toujours une mention honorable. Les jours de la réception, en donnant le tablier au nouveau reçu, on lui donne en même temps 2 paires de gants, une pour lui et l'autre pour sa maçonne,
c'est-à-dire pour sa femme s'il est marié, ou pour la femme qu'il estime le plus s'il a le bonheur d'être célibataire. On peut interpréter comme on voudra le mot d'estime. Il n'avait autrefois qu'une signification très honnête. Il désignait seulement un doux penchant fondé sur l'excellence ou sur la convenance des qualités du cœur et de l'esprit. Mais depuis que la pudeur des femmes leur a fait employer ce terme pour exprimer honnêtement une passion, qui le plus souvent n'est rien moins qu'honnête, il est devenu très équivoque. Au reste, de quelque espèce que soient les engagements que les francs-maçons peuvent avoir avec les femmes, il est toujours certain que dans les assemblées, tant solennelles que particulières, il n'est fait mention des dames que d'une façon très décente et très concise. On boit à leur santé et on leur donne des gants, voilà tout ce qu'elles en retirent. Cela paraîtrait peut-être un peu humiliant pour un sexe qui aime encore mieux qu'on dise du mal de lui que rien du tout. Il me semble, d'un autre côté, qu'un silence si respectueux sur une matière qui demande à être traitée si souvent doit éloigner bien du monde de la maçonnerie. Une réelle société ne sera sûrement pas du goût de la plupart de nos jeunes et bruyants étourdis, qui n'ont le plus souvent pour toute conversation que le récit obscène de quelques ridicules conquêtes, grossièrement imaginées par la corruption de leur cœur. Ils s'ennuieraient infailliblement dans une compagnie dont les plaisirs et les conversations respirent la sagesse. Je n'ai que faire de dire combien aussi on serait ennuyé d'une pareille acquisition. Alors, petite parenthèse, je sais pas si les jeunes de l'époque n'étaient pas attirés par la maçonnerie, puisque si l'on en croit en tout cas le réalisme du film de Milos Forman, Amadeus, qui ne parle pas du tout d'ailleurs de l'aspect maçonnique de sa vie, Mozart était apparemment presque dégénéré, enfin beaucoup dans l'amusement. Je pense pas que ça ait été à ce point-là, mais enfin bref. Et le fait est qu'il était aussi franc-maçon, Mozart. Donc je pense qu'il y avait des gens assez légers dans la maçonnerie aussi. Et dans les Illuminés de Bavière aussi. Ils ont dû en virer quelques-uns. Bref, fin de la parenthèse. Quoique la décence et la sagesse soient toujours exactement observées dans les repas francs-maçons, elles n'excluent en aucune façon la gaieté et l'enjouement. Les conversations y sont assez animées, mais elles tirent leur agrément principal de la tendresse et de la cordialité fraternelle qu'on y voit régner. Lorsque les frères, après avoir tenu quelque temps la conversation, paraissent dans le dessein de chanter leur bonheur, le vénérable charge de cette fonction le premier ou le second surveillant, ou celui des frères qu'il croit le plus propre à s'acquitter dignement de cet emploi. On a vu des loges brillantes dans lesquelles la permission de chanter accordée par le vénérable était solemnifiée par un concert de corps de chasse et d'autres instruments dont les accords harmonieux répandaient au loin les respectables symboles de l'union intime et de la douce intelligence qui faisait le bonheur des frères. Ce concert fini, on chantait les hymnes de la confrérie. Ces hymnes sont de différentes espèces. Les unes sont pour les surveillants, d'autres pour les maîtres, il y en a pour les compagnons, et enfin on finit par celle des apprentis. Toutes les fois qu'on tient loge, on chante toujours du moins les chansons des compagnons et des apprentis. On trouvera à la fin de ce volume un recueil de la plupart des chansons qui ont été chantées dans différentes loges. Elles ne sont pas également bonnes, mais elles expriment tout l'esprit de concorde et d'union qui est l'âme de la confrérie maçonne. Lorsqu'on chante la dernière chanson, les domestiques que l'on appelle frères servants, et qui sont aussi de l'ordre, viennent à la table des maîtres et ils y apportent avec eux leurs canons chargés. On sait à présent ce que ça veut dire. Ils les portent sur la table des maîtres et se déplacent parmi eux. Tout le monde est debout alors et on fait la chaîne, c'est-à-dire que chacun se tient par la main et d'une façon assez singulière. On a les bras croisés et entrelacés, de manière que celui qui est à droite tient la main gauche de son voisin, et par la même raison, celui qui est à gauche tient la main droite. Voilà ce qui forme la chaîne autour de la table. C'est alors qu'on chante « Frères et compagnons de la maçonnerie, sans chagrin, jouissant des plaisirs de la vie, munis d'un rouge bord, que par 3 fois un signal de nos vers soit une preuve que d'accord nous buvons à nos frères. » Ce couplet chanté, on boit avec toutes les cérémonies, excepté cependant qu'on ne crie point vivat. On chante ensuite les autres couplets, et on boit au dernier avec tout l'appareil et toute la solennité maçonne, sans omettre une seule cérémonie. Ce mélange singulier de maîtres et de domestiques,
ne semble-t-il pas présenter d'abord quelque chose de bizarre, d'extraordinaire? Si pourtant on le considère sous un certain aspect, quel honneur ne fait-il pas à l'humanité en général et à l'ordre franc-maçon en particulier? On voit avec quelle attention ils réalisent à leur égard la qualité de frères dont ils portent le nom. Ce n'est point chez eux une vaine dénomination, comme dans ces tristes régions où l'on semble ne faire un usage journalier des respectables noms de père et de frère que pour les profaner indignement. Les uns sont fièrement despotiques, les autres sont bassement esclaves. C'est tout le contraire chez les francs-maçons. Les frères servants goûtent avec leur maître les mêmes plaisirs, ils jouissent comme eux des mêmes avantages. Quel autre exemple pourrait aujourd'hui nous retracer plus fidèlement les temps heureux de la divine Astrée? Les hommes alors n'étaient point soumis au joug injuste de la servitude, ni à l'humiliant embarras d'être servis. Il n'y avait alors ni supériorité, ni subordination, parce qu'on ne connaissait pas encore le crime. Après avoir donné une idée générale de la manière dont les francs-maçons se comportent dans leurs assemblées, je crois devoir à présent satisfaire l'impatience du lecteur en lui faisant un détail bien circonstancié de ce qui s'observe dans les jours de réception. Pour parvenir à être reçu franc-maçon, il faut d'abord être connu de quelqu'un de cet ordre, qui soit assez au fait des vies et des mœurs du récipiendaire pour pouvoir en répondre. Celui qui se charge de cet office informe d'abord les frères de la loge des bonnes qualités du sujet qui demande à être agrégé dans la confrérie. Sur la réponse des frères, le récipiendaire est admis à se présenter. Le frère qui a parlé du récipiendaire à la compagnie s'appelle proposant, et au jour indiqué pour la réception, il a la qualité de parrain. La loge de réception doit être composée de plusieurs pièces, dans l'une desquelles il ne doit y avoir aucune lumière. C'est dans celle-là que le parrain conduit d'abord le récipiendaire. On vient lui demander s'il se sent la vocation nécessaire pour être reçu. Il répond que oui. On lui demande ensuite son nom, son surnom, ses qualités. Après qu'il a satisfait à ces questions, on lui ôte tout ce qu'il pourrait avoir de métal sur lui, comme boucles, boutons, bagues, boîtes, etc. Il y a même des loges où l'on pousse l'exactitude au point de faire dépouiller un homme de ses habits, s'il y avait du galon dessus. Après cela, on lui découvre à nu le genou droit et on lui fait mettre en pantoufle le soulier qui est au pied gauche. Alors on lui met un bandeau sur les yeux et on l'abandonne à ses réflexions pendant environ 1 heure. La chambre où il est gardée en dehors et en dedans par des frères surveillants qui ont l'épée nue à la main pour écarter les profanes en cas qu'il s'en présentât quelqu'un. Le parrain reste dans la chambre obscure avec le récipiendaire, mais il ne lui parle point. Lorsque ce temps de silence est écoulé, le parrain va heurter 3 coups à la porte de la chambre de réception. Le vénérable grand maître de la loge répond du dedans par 3 autres coups et ordonne ensuite que l'on ouvre la porte. Le parrain dit alors qu'il se présente un gentilhomme nommé N qui demande à être reçu. Le vénérable dit au parrain « Demandez-lui s'il a la vocation ». Celui-ci va exécuter l'ordre et il revient ensuite rapporter la réponse du récipiendaire. Le vénérable ordonne alors qu'on le fasse entrer. Les surveillants se mettent à ses côtés pour le conduire. Il faut observer qu'au milieu de la chambre de réception, il y a un grand espace sur lequel on crayonne 2 colonnes, débris du temple de Salomon. Aux 2 côtés de cet espace, on voit aussi crayonner un grand J et un grand B. On ne donne l'explication de ces 2 lettres qu'après la réception. Au milieu de l'espace et entre les colonnes dessinées, il y a 3 flambeaux allumés posés en triangle. Le récipiendaire, les yeux bandés dans l'état que je viens de le représenter, est introduit dans la chambre par les surveillants qui sont chargés de diriger ses pas. Il y a des loges dans lesquelles, aussitôt que le récipiendaire entre dans la chambre de réception, on jette de la poudre ou de la poire fine, dont l'inflammation fait toujours un certain effet, quoiqu'on ait les yeux bandés. On conduit le récipiendaire autour de l'espace décrit au milieu de la chambre, et on lui en fait faire le tour par 3 fois. Il y a des loges où cette marche se fait par 3 fois 3, c'est-à-dire qu'on fait 9 fois le tour dont il s'agit. Durant la marche, les frères surveillants qui accompagnent font un certain bruit en frappant continuellement avec quelque chose sur les attributs de l'ordre qui tiennent au cordon bleu qu'ils portent au cou. Il y a des loges où on s'épargne ce bruit-là. Ceux qui ont passé par cette cérémonie assurent qu'il n'y a rien de plus pénible que cette marche que l'on fait ainsi les yeux bandés.
On est aussi fatigué lorsqu'elle est finie que si on avait fait un long voyage. Lorsque tous les tours sont faits, on amène le récipiendaire au milieu de l'espace décrit. On le fait avancer en 3 temps vis-à-vis le vénérable, qui est au bout d'en haut, derrière un fauteuil, sur lequel on voit l'évangile selon saint Jean. Le grand maître dit alors au récipiendaire, « Vous sentez-vous la vocation pour être reçu ?» Le suppliant répond que oui. « Faites-lui voir le jour, dit à l'instant le grand maître, il y a assez longtemps qu'il en est privé. » On lui débande les yeux, et pendant qu'on est à lui ôter le bandeau, les frères se rangent en cercle autour de lui, l'épée nue à la main, dont ils lui présentent la pointe. Les lumières, le brillant de ses épées, les ornements singuliers dont j'ai dit que les grands officiers étaient parés, le coup d'œil de tous les frères en tablier blanc, forment un spectacle assez éblouissant pour quelqu'un qui depuis environ 2 heures est privé du jour, et qui d'ailleurs a les yeux extrêmement fatigués par le bandeau. Ce sombre dans lequel on a été pendant si longtemps, et l'incertitude où l'on est par rapport à ce qu'il y a à faire pour être reçu, jette infailliblement l'esprit dans une perplexité qui occasionne toujours un saisissement assez vif dans l'instant où l'on est rendu à la lumière. Lorsque le bandeau est ôté, on fait avancer le récipiendaire en 3 temps jusqu'à un tabouret qui est au pied du fauteuil. Il y a sur ce tabouret une équerre et un compas. Alors le frère, qu'on appelle l'orateur, parce qu'il est chargé de faire le discours de réception, dit au récipiendaire, « Vous allez embrasser un ordre respectable, qui est plus sérieux que vous ne pensez. Il n'y a rien contre la loi, contre la religion, contre le roi, ni contre les mœurs. Le vénérable grand maître vous dira le reste. » On voit par ce discours que les orateurs francs-maçons sont amis de la précision. Alors, juste une petite parenthèse. Comme je vous disais tout à l'heure, la maçonnerie était plus droite avant la Révolution française qu'après. Peut-être qu'elle n'était pas encore pénétrée par d'autres factions. Donc peut-être qu'il n'était pas contre la loi, contre la religion, contre le roi, ni contre les mœurs. Mais en même temps, le fait de le dire, ça me fait penser à... Vous savez, il y a des gens qui vous disent, quelque part, si vous faites attention, qui vous disent qu'ils vont vous trahir. Ou il y a des gens qui vous disent, enfin des amis, qui vous disent un jour, je te trahirai jamais, ou je te mentirai jamais. Et à ce moment-là, enfin, ça vient comme un cheveu sur la soupe. On ne sait pas pourquoi ils nous disent ça comme ça vient un peu de nulle part. Et pour s'apercevoir X mois ou X années plus tard que la personne nous trahit, mais de façon bien visible. Et c'est comme si certaines personnes, en fait, voulaient donner sans le savoir, pas consciemment, mais donner un indice à l'autre qu'il est imparfait et qu'il ne pourra pas s'empêcher de faire telle chose. C'est un mécanisme très étrange de l'être humain, mais c'est un petit peu le fait de devancer ce qu'on fera plus tard. Donc là, quand ils se sentent obligés de dire « il n'y a rien contre la loi, contre la religion, contre le roi, ni contre les mœurs », peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que ça voudrait dire l'inverse, c'est-à-dire « nous sommes contre la loi, contre la religion, contre le roi et contre les mœurs ». Ok ? Fin de la parenthèse. Il est cependant permis à celui qui d'office est chargé de haranguer, d'ajouter quelque chose à la formule usitée, mais il faut que cette addition soit extrêmement concise. C'est une règle émanée des instituteurs de l'ordre qui, par une sage prévoyance, ont voulu bannir de chez eux l'ennui et l'inutilité. Ils ont prévu sans doute qu'une permission plus étendue introduirait bientôt parmi eux, comme ailleurs, l'usage fastidieux de ces longues et fades harangues dont le jargon bizarre fatigue depuis longtemps les oreilles intelligentes. Alors, ils doivent être très fatigués actuellement parce que je pense que le jargon n'a pas trop changé en 300 ans. Donc, le devoir d'un franc-maçon consiste à bien vivre avec ses frères, à observer fidèlement les usages de l'ordre et surtout à garder scrupuleusement un silence impénétrable sur les mystères de la confrérie. Il ne faut pas de longs discours pour instruire un récipiendaire sur cet article. Lorsque l'orateur a fini son discours, on dit au récipiendaire de mettre un genou sur le tabouret. Il doit s'agenouiller du genou droit, qui est découvert, comme j'ai déjà dit. Selon l'ancienne règle de réception, le récipiendaire, quoique agenouillé sur le genou droit,
devrait cependant avoir le pied gauche en l'air. Cette situation me paraît un peu embarrassante. Il faut qu'elle l'ait aussi paru à d'autres, car il y a bien des loges dans lesquelles on ne l'observe point. On s'y contente de faire mettre le soulier du pied gauche en pantoufle. Le récipiendaire ainsi placé, le vénérable grand maître lui dit « Promettez-vous de ne jamais tracer, écrire ni révéler les secrets des francs-maçons et de la maçonnerie qu'à un frère en loge et en présence du vénérable grand maître ?» On sent bien que quelqu'un qui a fait les frais de se présenter poursuit jusqu'au bout et promet tout ce que l'on exige de lui. Alors, on lui découvre la gorge pour voir si ce n'est point une femme qui se présente. Et quoi qu'il y ait des femmes qui ne valent guère mieux que des hommes sur cet article, on a la bonté de se contenter de cette légère inspection. Oui, alors là, il dit poliment que, en ce qui concerne la poitrine, parfois il y a des femmes qui n'ont pas plus de poitrine qu'un homme, et on a la bonté de se contenter de cette légère inspection. On met ensuite sur la mamelle gauche du récipiendaire la pointe du compas. C'est lui-même qui le tient de la main gauche. Il met la main droite sur l'évangile et il promet d'observer tout ce que le vénérable grand maître lui a dit. Il prononce ensuite ce serment. En cas d'infraction, je permets que ma langue soit arrachée, mon cœur déchiré, mon corps brûlé et réduit en cendres pour être jeté au vent, afin qu'il n'en soit plus parlé parmi les hommes. Ainsi Dieu me soit en aide et ce saint évangile. Lorsque le serment est prononcé, on fait baiser l'évangile au récipiendaire. Après cela, le vénérable grand maître le fait passer à côté de lui. On lui donne alors le tablier de franc-maçon dont j'ai parlé ci-dessus. On lui donne aussi une paire de gants pour lui et une paire de gants de femme pour la dame qu'il estime le plus. Cette dame peut être la femme du récipiendaire ou lui appartenir d'une autre façon. On n'a pas d'inquiétude là-dessus. Quand la cérémonie de la présentation du tablier et des gants est faite, on enseigne au nouveau reçu les signes de la maçonnerie et on lui explique une des lettres tracées dans l'espace décrit au milieu de la chambre où il était reçu, c'est-à-dire le J qui veut dire Jacquin. On lui enseigne aussi le premier signe pour connaître ceux qui sont de la confrérie et pour en être connu. Ce signe s'appelle guttural. On le fait en portant la main droite au cou de façon que le pouce élevé perpendiculairement sur la paume de la main, qui doit être en ligne horizontale ou approchant, fasse l'équerre. La main droite ainsi portée à la gauche du menton commence le signe, on la ramène ensuite en bas du côté droit et on frappe un coup sur la basque de l'habit du même côté. Ce signe excite d'abord l'attention d'un frère maçon, s'il y en a un dans la compagnie où l'on se trouve. Il le repère aussi de son côté et il s'approche. Si le premier lui répond, alors succède un autre signe. On s'étend la main et en la prenant, on pose mutuellement le pouce droit sur la première et grosse jointure de l'index et on s'approche comme pour se parler en secret. C'est alors qu'on prononce le mot « Jacquin ». Voilà les signes qui caractérisent ce que l'on appelle apprenti. Ce sont aussi les premiers signes que font d'abord les francs-maçons lorsqu'ils se rencontrent. On appelle le second le signe manuel. Il est bon cependant d'observer que depuis assez longtemps, les francs-maçons français ont fait quelques changements à cette façon de se toucher. Selon l'usage qui est aujourd'hui en vigueur, deux francs-maçons qui cherchent à s'assurer l'un de l'autre ne touchent point la même jointure. C'est-à-dire que si le premier qui prend la main presse la première jointure, le second doit presser la seconde ou la troisième si le premier a pressé la seconde. Alors, petite parenthèse, ces signes-là que vous pouvez voir dans les quelques photos que j'ai mises en illustration, en thumbnail de ma vidéo Les infiltrations maçonniques dans l'église, avec les cardinaux et le pape, qui se serrent la main d'une façon particulière. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo. Selon les usages observés de temps immémorial parmi les francs-maçons, il y avait des interstices entre chaque degré que l'on acquérait dans l'ordre. Quand on était reçu apprenti, on restait dans cet état 3 ou 4 mois, après lequel on était reçu compagnon, et 6 mois après on était admis à la maîtrise. De cette manière, on avait le temps de s'instruire, et lorsqu'on arrivait au dernier grade, on était bien plus en état d'en soutenir la dignité. La vivacité française n'a pas pu tenir contre tous ces délais. On a voulu pénétrer dans un instant tous les mystères les plus cachés, et il s'est trouvé des maîtres de loge qui ont eu la faible complaisance de sacrifier à l'impétueux empressement des récipiendaires
des usages respectables que leur sagesse et leur antiquité auraient dû mettre à l'abri de toute prescription. Mais le mal est fait, et c'est le moindre que la confrérie maçonne ait essuyé depuis qu'elle s'est établie en France. Alors, petite parenthèse, donc là, il nous est décrit que en France, il y en a qui voulaient se faire initier très rapidement, surtout des gens, à mon avis, qui étaient importants déjà dans la vie civile. Mais il me semble, d'après les autres lectures que j'ai eues, que cette fâcheuse habitude s'est tassée et que dans certains rites aujourd'hui, plutôt conservateurs, on peut même patienter plusieurs années avant de passer au degré supérieur. Par contre, aux États-Unis, clairement, plus vous êtes puissant dans la vie civile, plus vous pouvez acheter vos degrés et les passer en une soirée. Passer du 1 au 33e degré en une soirée, notamment chez les Shriners, si je ne dis pas de bêtises. Après, quelle est la qualité de ce maçon qui est passé aussi vite, ça je ne sais pas, mais il connaît tous les secrets très très vite. Hein, voilà. Donc après, c'est peut-être la raison pour laquelle aux États-Unis, beaucoup de présidents sont 33e. Peut-être aussi certains cosmonautes, etc. Fin de la parenthèse. La vivacité française n'a pas pu contenir tous ces délais. On a voulu pénétrer dans un instant tous les mystères les plus cachés, et il s'est trouvé des maîtres de loge qui ont eu la faible complaisance de sacrifier à l'impétueux empressement des récipiendaires des usages respectables que leur sagesse et leur antiquité auraient dû mettre à l'abri de toute prescription, mais le mal est fait. Ouais, je l'avais déjà lu ça. Et c'est le moindre que la confrérie maçonne ait essuyé depuis qu'elle s'est établie en France. Il faut que le français touche à tout, son caractère volatile le porte à marquer sur tout l'impression de sa main. Ce qui est médiocre, il le perfectionne. Ce qui est excellent, il le gâte. La maçonnerie m'en fournit les preuves dont je parlerai dans quelques temps. Je reviens à la cérémonie de la réception. Ça va être la fin de cette première partie aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième qui, je pense, continuera de vous intéresser.